Bonjour, je m'appelle Aymeric Roucher, je suis ingénieur en intelligence artificielle et j'ai écrit un livre qui s'appelle Ultra Intelligence, qui est publié en ce moment aux éditions Odile Jacob et qui vous explique les enjeux de la révolution technologique qu'on est en train de vivre avec l'arrivée des IA. C'est parce que je pense que les gens sous-estiment l'impact profond que vont avoir ces technologies, surtout en Europe. Je pense qu'on a tendance à vouloir peut-être se rassurer en se disant non mais ça ne va pas changer tant que ça parce que l'IA est limitée par tel aspect. Et moi ma vision c'est la vision opposée, c'est de dire si ça a progressé si vite au cours des quelques dernières années, l'IA fait des progrès fulgurants. On est passé en 2019 d'un modèle qui savait à peine écrire à aujourd'hui un modèle qui est capable de réussir le concours d'entrée de Polytechnique intégralement. Si ça fait de tels progrès, c'est qu'il va y avoir encore d'énormes progrès à l'avenir. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas les sous-estimer techniquement. Donc ça, c'est la première partie du livre où j'explique comment ça fonctionne et jusqu'où ça peut aller. Et ensuite, je pense qu'il faut penser bien à l'avance aux conséquences sur la société que peut avoir l'arrivée d'IA. Par exemple, qu'est-ce qui se passe dans un monde où l'IA peut quasiment remplir les mêmes tâches que nous? Est-ce qu'on continue de travailler? Autre question, comment ça impacte les relations entre les différents pays ou nos relations entre nous au sein de la société? Donc voilà, il y a plein d'enjeux à explorer et je les développe dans le livre. Alors déjà, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que c'est nous qui l'avons lancé la course. L'IA moderne a été relancée très fortement dès les années 90 par un Français qui s'appelle Yann Lequin, qui travaillait à l'université Pierre et Marie Curie et qui a montré la viabilité d'un système qu'on appelle les réseaux de neurones, qui sont encore à la base de tout ce qu'on utilise aujourd'hui, y compris ChatGPT. Donc ça a commencé chez nous. Ensuite, ce dont on s'est aperçu, c'est que la taille compte énormément dans ce domaine, la taille des entraînements qu'on va être capable de faire. Pour ça, il faut beaucoup de puissance de calcul qui demande à leur tour beaucoup de données et beaucoup d'énergie. Donc il faut mettre plein d'éléments en place. C'est comme une fusée qu'on veut faire décoller et pour ça, il y a besoin de plusieurs carburants différents. Et sur tous ces carburants, il ne faut pas avoir peur de mettre beaucoup d'investissement. Et je pense que c'est là qu'on est à la traîne ou en ralentissement en ce moment en Europe. Donc au début, l'Europe faisait jeu égal avec la Chine et les États-Unis, mais progressivement, on est en train de perdre des places. Un chiffre qui le montre, c'est que les États-Unis ont 74% de la puissance de calcul dans le monde entier pour l'IA, l'Europe a 5%. Donc je vous laisse imaginer ce qui est possible de faire avec 5% versus 75%. C'est là-dessus, à mon avis, qu'il faut qu'on se relance urgemment. Alors pour moi, ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'il n'y a peut-être pas besoin de nouvelles grandes étapes techniques. En fait, si on y réfléchit, depuis 2019, tous les progrès qu'on a aujourd'hui, donc 2019 c'est un peu la découverte de l'architecture qu'on utilise aujourd'hui, que j'explique dans le livre, c'est la découverte que cette architecture fonctionne extrêmement bien quand on la passe à l'échelle, donc c'est-à-dire quand on fait augmenter la taille de l'entraînement. Et depuis, à peu près tout ce qu'on a fait, c'est de faire une augmentation immense de la taille d'entraînement sur de plus en plus de données, avec de plus en plus de puissance de calcul. Et on ne voit pas vraiment de plafond à cette progression, donc qu'on appelle les lois d'échelle. La loi d'échelle, ça veut dire plus on met de calcul, plus on a d'intelligence en sortie, et on ne voit pas vraiment de mur à cela. Donc peut-être que simplement en passant à l'échelle, ça va continuer de progresser indéfiniment. Pour illustrer cette idée de progrès qui n'aurait pas forcément de mur, si on a fait tout le chemin jusqu'à aujourd'hui entre les IA de l'époque qui savaient à peine parler, donc peut-être l'intelligence d'un chimpanzé ou d'un chien qui peuvent éventuellement comprendre quelques mots mais pas beaucoup plus, jusqu'à aujourd'hui, on a des modèles qui sont capables de battre les meilleurs lycéens du monde en maths à des concours internationaux. C'est que probablement les modèles ne vont pas s'arrêter là et ils vont continuer. Je pense que l'écart est beaucoup plus grand entre l'intelligence zéro et l'intelligence à laquelle sont déjà parvenus aujourd'hui les modèles qu'entre l'intelligence actuelle des modèles et les humains les plus intelligents. Peut-être qu'il ne reste pas tant de chemin pour arriver au niveau d'un prix Nobel et encore au-delà. Donc c'est pour ça que je ne pense pas qu'il y ait besoin d'innovation radicale d'architecture ou d'une invention radicale pour que l'IA continue de progresser encore très haut simplement en mettant la puissance de calcul nécessaire. Alors, je pense que c'est une très bonne question, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre au départ.
Moi, je viens du point de vue technique, donc je dirais que j'ai les pieds ancrés dans comment ça fonctionne. Et ensuite, le livre, donc je pars de cette explication technique et je projette sur quelques conséquences que je vois arriver. Ensuite, la manière de trouver les solutions, je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse en tant que société. Mais moi, je voulais fournir cette première étape de comprendre ce qui est en train de se passer et ce qui peut se passer bientôt. Et ensuite, je pense que les actions, c'est là qu'il est important de lancer un dialogue où les parties prenantes de la société se mettent autour de la table et discutent de ce qu'on veut faire. Un point que je pense intéressant, c'est que on s'inquiète parfois de l'empreinte écologique, l'empreinte carbone de l'IA en citant l'empreinte des data centers. En fait, l'empreinte carbone des data centers et leur consommation d'énergie, donc qui va de pair avec l'empreinte carbone, augmente en flèche depuis à peu près 2008. Donc si on suit à peu près, si on retrace à peu près les dates, 2008 c'est pas l'explosion de l'IA moderne, 2008 c'est la sortie des smartphones. Parce qu'en fait, ce qui a drivé la croissance de toute cette consommation carbone des data centers, c'est plus par exemple les flux vidéo, donc c'est plus Netflix et Twitch plutôt que l'IA. Et en fait, si on veut analyser précisément les chiffres de la consommation de l'IA, alors l'entraînement du modèle, donc le moment où le modèle apprend en fait à partir d'un corpus immense de texte, ça consomme beaucoup en un point localisé. Et souvent, le réseau énergétique, il est fait pour avoir une énergie en chaque point, mais une énergie faible. Donc, avoir beaucoup d'énergie en un seul endroit, à un seul moment, c'est assez difficile à faire. Donc ça met une vraie charge sur le réseau. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, entraîner les plus gros modèles d'aujourd'hui, c'est plus que la puissance générée par les plus grosses centrales nucléaires françaises. Et en revanche, là où ça consomme beaucoup moins qu'on pourrait penser, c'est sur l'utilisation, où un modèle ChatGPT qui tourne en permanence, même si vous le faisiez tourner sans arrêt toute la journée, en fait, ça consommerait moins à chaque instant qu'une ampoule électrique. Donc, si on veut s'inquiéter de la consommation des IA, je pense qu'il faut vérifier qu'on a vraiment éteint toutes ces ampoules chez soi.